On va regarder donc déjà le classement. Regardez, donc on est 5e avec 27 points, 4e, donc égalité, pareil, même nombre de points avec Nice face à Nice. Donc derrière Strasbourg qui revient avec 26 points. Et puis ensuite, Monaco 7e. Les stats de ce match, on les regarde. Elles vont arriver incessamment sous peu, logiquement. Regardez, ça vient pas, ça vient. 35% de possession de balle pour le Racing, 65 donc pour les Parisiens, 18 tirs et 7 tirs cadrés pour nous, et puis 377 passes réussies, 708 pour Paris. Par contre, les copains, attaque de feu. 18 tirs, donc 7 tirs cadrés et 6 arrêts de Navas avant sa boulette, bien sûr. Sur le but de Seko. Lens est resté fidèle à ses valeurs, PSG ou pas PSG. On n'a pas joué petit bras, c'est ça qui est bien, Johan. Ouais, c'est exactement ça. On allait les chercher, on n'a pas eu peur d'eux, on a joué notre jeu, on a joué notre chance à fond, et ça c'est plutôt cool. Voilà, et encore une fois, c'est une équipe de Paris qui n'aime pas ça en plus, voilà, qui aime bien relancer, qui aime bien avoir la maîtrise du jeu. Et là, on leur a pas laissé le temps en fait de maîtriser le jeu. Je veux dire, combien de ballons perdus lors de relance où ils voulaient ressortir proprement. Et en fait, à un moment donné, Lens était présent là-dedans et on a chopé des ballons qui nous ont permis d'être rapide en contre-attaque, et on aurait pu et dû marquer 2 ou 3 fois sur des contre-attaques. Il y a notamment le poteau de David Pereira. Ouais. Voilà, donc il y a des situations qu'on aurait peut-être pu un peu mieux jouer. Après, voilà, il faut quand même. Moi, j'étais impressionné. J'étais avec Sico quand je regardais le match, et j'étais impressionné quand même par la qualité défensive de Marquinhos et de Kimpembe, parce que malheureusement, ils sont à 2 à défendre tout le temps. Ils défendent à 2 et ils défendent vraiment super bien, quoi. Donc, grand chapeau pour eux, parce que défendre à 2 face à 4-5 Lensois, c'est pas facile. Mais voilà, on aurait peut-être pu jouer un peu mieux les coups. Mais en tout cas, voilà, on a été fidèles à nous-mêmes, on a donné du spectacle, on a été omniprésent, on a donné du jeu, et c'était un plaisir d'être au stade. Jean-Guy, beaucoup de frustration. Lens aurait dû tuer le match. Bah, forcément. Paris aurait pu marquer aussi. Pour moi, ils ont joué 10 minutes. Les 5 dernières de chaque mi-temps. Et malheureusement, plus le temps additionnel, puisque Mbappé a mis ce centre sur Wijnaldum. Donc le problème, c'est que je disais qu'on était inquiet pour Paris, mais alors après tout le monde tape sur Pochettino, mais je pense que c'est les joueurs aussi qui font partie de son effectif. C'est certainement pas lui qui les a choisis. Comme a dit Johan, quand tu défends à 2 voire à 3 de temps en temps, il a changé 3 fois d'organisation, alors qu'il sait très bien comment joue Lens. Donc après, les joueurs offensifs, la plupart des joueurs offensifs font ce qu'ils veulent. Alors c'est Paris, je veux bien, mais c'est pas toujours le talent qui va faire la différence. Et moi, je me suis dit à un moment donné, la meilleure solution pour eux, et ça aurait été bien pour Lens, c'est qu'ils en prennent 3-4. Et ça a failli arriver. Mais si tu n'as pas le cas qui fait l'arrêt, tu as le poteau de Messi, bon, ça peut être tout à fait un autre score sur les 5 dernières minutes de la première mi-temps. Et la seconde, bien sûr, Pereira, le 4 contre 2, il y a l'arrêt aussi, il y avait eu quelques arrêts de Navas quand même précédemment. C'est vrai que Paris aurait pu marquer, Lens aurait pu tuer le match, c'est clair, s'ils avaient mis au moins ce petit deuxième but qui aurait, à mon avis, fait quand même la différence. Et c'est dommage parce que ça ne fait qu'un point, mais on l'avait dit précédemment, face à Paris, en général, tu comptes pas forcément sur la programmation, le nombre de points que tu vas prendre. Mais là, ils étaient très prenables et c'est inquiétant. Et Lens aurait dû ou pu en profiter. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, c'est le collectif et le jeu qui a gagné parce que les Lensois sont restés fidèles à eux-mêmes. Tu as dit, je ne sais plus combien de possibilités de frappe ou d'arrêt de Navas. 6 arrêts de Navas. Je crois qu'en première mi-temps, ils étaient plus de 40% dans le camp de Paris. Ouais. Donc, enfin bon, voilà, mais moi je suis content pour Lens, mais je vous dis, je suis inquiet. Je ne les vois pas gagner la Coupe d'Europe un jour comme ça. C'est impossible. Absolument pas. Tiens, regarde Rémi. Rémi, t'as ton son qui est coupé. Regardez, il y a une stat intéressante là de Optagent. Tiens, Optagent, le retour dans Lens Foot. Ah, le retour. Lens a récupéré 9 ballons dans les 30 derniers mètres en première période contre Paris, co-meilleur total pour une équipe lors des 45 premières minutes d'un match de Ligue 1 sur les 10 dernières saisons. Hashtag survolté. C'est énorme cette stat. Mais c'est fabuleux. Et en fait, cette statistique, elle te démontre un peu ce qu'était ce match. C'est-à-dire, c'était un
toutes des individualités additionnées du côté du Paris Saint-Germain, mais c'est un peu un pantin désarticulé. Ça veut dire que tu as des super joueurs sur le terrain, mais c'est pas du tout construit, c'est vraiment individualiste. Il se passe pas grand-chose. Et puis d'un côté, tu as Lens. Voilà, il n'y a pas forcément de joueurs stars, de joueurs vedettes. Tu as des très bons joueurs dedans comme Seko Fofana, mais c'est la force du collectif où tu as des consignes qui sont appliquées à la lettre. Le pressing, quand tu vois les séquences sur le pressing, notamment sur la récupération de balles, tu as l'impression que c'est un seul homme, un seul bloc qui monte. Et c'est ça qui a fait la différence vraiment. Et mine de rien, c'est pas parce que on supporte Lens et quelque part Lens c'était un peu le petit poussé face à l'ogre parisien par rapport au budget. On rappelle Lens 16e budget de Ligue 1 face au PSG qui a construit son équipe quasiment à coup de milliards d'euros. Mais tu te dis, c'est quand même exceptionnel ce qu'on a vécu, c'est-à-dire de voir cette équipe de Lens qui prend le dessus sur le Paris Saint-Germain en construisant dans le jeu, en étant serein sur des contre-attaques. Et c'est vrai que quand tu ressors avec ce résultat, tu es à la fois fier de ce qu'a montré l'équipe. Je pense que tout le monde a eu la sensation de fierté en quittant le stade, mais tu as aussi la sensation de déception parce que ce match, il était pour toi. Tu as des contre-attaques, ce poteau de Pereira da Costa, cette tête trop croisé de Kalimundo. Enfin, tu es là, tu te dis, et même moi, à ce moment-là, je me disais, quand tu loupes des occasions comme ça, en général, tu peux un peu derrière. Donc, tu as un mélange de fierté, largement au-dessus avec le recul, c'est ça quand même, et un petit soupçon de déception parce que la fin du match, on avait tous envie, c'était de se prendre dans les bras et de se dire, putain, c'est bon, 3 points contre Paris, il n'y en a pas beaucoup qui le feront. Mais en tout cas, dans le cœur et dans le jeu, on l'a mérité. Johan, la rentrée, c'est clair, hein, la rentrée de Mbappé a tout changé. Hein. Dès qu'on l'a vu rentrer, on a commencé à se dire oi, ça va pas être le même PSG et malheureusement, c'était le cas. Ouais, c'est le seul qui déclenche des trucs. Je veux dire, devant Icardi et Messi, encore une fois, Messi il a eu le ballon d'or, mais quand je vois le match qu'il fait contre Lens, pour moi, c'est honteux. Ça peut être peut-être le plus grand joueur du monde. C'est honteux son comportement sur le terrain. Icardi, c'est un numéro 9 vraiment axial qui n'est pas là pour faire du jeu, il est là simplement pour essayer de finir des actions et de marquer. Donc en fait, ils ont un jeu d'attaque qui est vraiment pauvre. Là, il y a Di Maria qui essaye tant bien que mal de demander les ballons et d'être à la finition, mais comme il n'y a pas d'appel, il ne se passe rien devant, c'est difficile pour lui de jouer. Il n'y a que Mbappé quand il rentre qui déclenche des courses vers l'avant, qui déclenche des appels en profondeur. Et en plus, il les fait super bien, il est dans le bon timing à chaque fois, et c'est là où il est dangereux. Et après, il a une qualité technique, voilà, il sent le jeu, il sait où il faut se déplacer, il a envie en tout cas. Et en tout cas, je suis content qu'il n'ait pas débuté le match, parce que je pense qu'avec le Mbappé, ça n'aurait pas été la même physionomie non plus. Donc voilà, Mbappé, ça reste pour moi le plus grand joueur. Alors on peut le critiquer de temps en temps, hein, notamment sur ses phases défensives où il défend pas trop. Mais quand on voit le comportement de Messi et Neymar, parce que Neymar fait la même chose quand il est là, il a une carte à jouer et c'est clairement pour moi le meilleur joueur en tout cas du PSG et voire peut-être d'Europe sur ses dernières prestations. Alors justement, le PSG a peut-être Messi, mais le Racing Club de Lens a Seko Fofana. Le café crème des supporters, oui, vous vous en doutez, qui a été élu? On va pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est bien évidemment le monstre. Seko Fofana, élu donc café crème par les supporters sur les réseaux sociaux, les comptes Lens Foot. On a les votes. Oui, je pense qu'on a les votes. Je sais pas où ils sont. Je sais plus. Je crois qu'ils sont là. On y va. Ça arrive, voilà, regardez, 61% ont voté donc Seko Fofana, 29% pour Jean-Louis Léca, on va y revenir dans un instant. Le jeune Dacosta qui a fait une super prestation, 7%. Jean-Guy, un mot, même si j'ai l'impression qu'on se répète chaque semaine parce que Seko Fofana, il est toujours monstrueux. Une prestation comme ça face au PSG, c'est vraiment une presta XXL. Hein. Oui, même si c'était, on va pas faire la fine bouche, si c'était un PSG plus que moyen, mais moi où il m'a surtout plu, c'est au-delà de son activité habituelle, en plus il a marqué, même s'il y a une erreur de main, mais il a tenté cette frappe qui a permis à Lens d'ouvrir le score. Où il m'a un plus impressionné, où je l'attendais moins, c'est des fois sur des gestes techniques qu'il a fait. Quand j'ai l'image en tête de Paredes qui lui serre la main, parce que tu as l'impression de lui dire bien joué mon garçon, quoi. Quand il lui fait presque la petite roulette ou le crochet de dos, l'autre se retrouve par terre. L'inverse, j'aurais peut-être pas été surpris, mais là c'est vrai que 2-3 fois il aura fait vraiment mal. Sur le but qui donne au Pereira, c'est super bien joué, c'est fixé dans l'axe et c'est décalé. Donc voilà,
il est vraiment ressorti comme chaque semaine, je dirais. Mais là, encore plus sur un aspect technique où moi, je le connaissais moins. Rémi, on est tous conscients qu'il sera malheureusement difficile de le garder à la fin de la saison, hein, Seko Fofana. On va trembler parce que aujourd'hui les plus grands clubs commencent à regarder Seko Fofana. On a même entendu parler sérieusement de l'OM là qui commence à se rapprocher ou pas? Pas des news? C'est évident, c'est évident. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il faut tous qu'on se dise que quand on a un joueur comme Seko Fofana avec le maillot du Racing Club de Lens, c'est une immense fierté, un immense bonheur. J'ai eu la chance de le croiser après le match samedi, mais je lui ai dit que c'est un joueur, enfin depuis, je pense depuis Seydou Keita, t'as pas eu un joueur de ce niveau-là, et je pense même que dans l'histoire du club, ça restera l'un des meilleurs joueurs qu'on a pu voir sous le maillot lensois, parce que c'est vrai qu'il apporte quelque chose. En plus, à un moment où le Racing Club de Lens est en reconstruction, et si aujourd'hui tu as un Lens qui est aussi haut, c'est grâce à un joueur aussi comme ça. D'ailleurs, quand il est un peu moins bien, tu le vois un peu tout de suite, tu vois, dans des matchs comme Brest ou Clermont, où t'as pas forcément le Seko Fofana au top, ça se ressent tout de suite. Donc voilà, après, si on parle de Seko Fofana aujourd'hui, il y a une chose, c'est qu'il est très heureux au Racing Club de Lens. Ça, c'est un point qui est important. C'est un joueur qui est épanoui, qui adore le lien qu'il a créé aussi avec le public, qui se régale. Il a aussi ses liens avec la région parisienne, hein, le fait d'être à Lens, il y a aussi cette question-là. Mais bien évidemment, il y a beaucoup de clubs qui vont le regarder. Alors l'Olympique de Marseille, c'était plutôt l'été dernier, et ils ont pris Gerson à la place. Ils ont fait un investissement, je crois, de près de 25 millions d'euros. Et je pense qu'aujourd'hui, les finances de l'OM ne sont pas prêtes pour pouvoir refaire des investissements au prix de Seko Fofana aujourd'hui, qui, je prends des chiffres sans que ce soit un truc tranché, mais ce sera bien supérieur aux 10-15 millions d'euros auxquels il a été acheté il y a 1 an et demi. Mais du coup, ça risque d'être très peu accessible sur le marché français. Enfin, je pense que, hormis le Paris Saint-Germain en France, t'as pas d'autres clubs qui pourraient y accéder. C'est plus des clubs de top européens. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est heureux club. Moi, je dirais 50 millions. Je dirais 35-40. Comme ça. Moi, je pense que s'il continue vraiment, s'il n'a pas de pépin physique, s'il continue à hausser, même s'il arrive à hausser son niveau de jeu encore un petit peu et à faire des prestations comme il a fait face au PSG, un club anglais peut mettre 40-50 millions. Mais même Paris, sauf que ça serait dommage pour lui. Il serait avec, comme a dit Johan, avec Kipembe et Marquinhos en train de ramer parce que s'ils ne changent pas leur collectif, pour lui, ça serait pénible, vraiment. Ah oui. Ouais. Regarde, 35-40, c'est cohérent. Il y a 2 ans de contrat encore après cette saison. Ouais. Regarde, il y a Micheton qui fait Fofana, s'il part, ce sera à Newcastle. C'est vrai que Newcastle, c'est les nouveaux de première ligne. Oh, pourvu qu'il aille pas là-bas. Mon Dieu. Pogba va partir, il va à Manchester. Ouais. Lens, alors tiens, il y a Enguerrand qui fait Lens peut-il refuser 30 millions? Je suis pas sûr. Vincent qui dit 35-40, Lens n'est pas européen, ça partira. Julien qui fait Johan, Jean-Guy, vous avez duré au Racing, pourquoi de nos jours c'est plus la même? Ah, question. Jean-Guy, Johan, pour répondre. Vas-y, Yo, si tu veux. Ouais, vas-y, je te laisse d'abord et après. Je peux pas répondre à non, mais parce que déjà, enfin, moi, je parle pour moi. À mon époque, avec Eric notamment, on était international espoir. Les clubs pouvaient encore refuser de nous lâcher. Moi, je devais partir à Paris et Gervais, on descendait en 2e division. Et Gervais nous a dit non, il n'est pas question. Donc, à l'époque, on pouvait encore, un président pouvait encore refuser parce que il n'y avait pas autant de ramifications, à savoir beaucoup les agents, beaucoup la pression qu'on peut mettre, l'état d'esprit aussi, parce qu'aujourd'hui, quand un joueur veut partir, il va souvent au clash, je m'entraîne plus. Bon, voilà, donc ça a changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé malheureusement. L'aspect médiatique, l'aspect aussi financier, forcément. Et puis comme j'ai dit, les ramifications qui sont autour et qui mettent la pression, même la famille aujourd'hui de plus en plus. La plupart des garçons sont aidés ou accompagnés par leur famille parce qu'il y a tellement des sommes énormes qui sont en jeu. Donc, il y a beaucoup, même si j'aime pas ce terme en football, il y a beaucoup de pression mise sur le joueur pour qu'il décide autrement. Et là, comme on avait dit la fois dernière, je sais plus, c'était il y a 5-6 émissions, on avait parlé de Fofana. On avait dit que ça sera peut-être pas un désir de sa part, mais que le club ne pourra pas refuser une offre dont on vient de parler. Parce que vas-y Rémi, rapide, 30 secondes.
Tu as eu une chance énorme sur le mercato dernier, c'est qu'il a été très calme. C'est-à-dire que par exemple, les joueurs, je me souviens, dans la première saison de Lance Foot, en fin de saison, on était là à avoir peur de perdre des Klose, Fofana, etc. Finalement, le mercato d'été a été plutôt calme. Donc, ces joueurs en question, ils n'ont pas trop été attaqués. Et ça va dépendre un peu de la reprise économique dans le monde du foot dans quelques mois maintenant. On voit que les Anglais sont beaucoup moins offensifs qu'il y a quelques temps. On l'a vu par exemple l'été dernier avec Loïc Badet, où on s'attendait à recevoir des offres faramineuses d'Angleterre. Finalement, c'est Rennes qui a fait la meilleure offre. Donc, il faudra voir un peu comment ça repart aussi de ce côté-là, quoi. Parce que Lens a aussi la position de force, c'est que c'est des joueurs qui ne sont pas dans leur dernière année de contrat. Ouais, mais dernière question. On clôture ce sujet. Jean-Guy, par contre, je te redonne la parole en 30 secondes. Est-ce que tu peux répondre à Jonard qui fait Jean-Guy, est-ce qu'on peut comparer Fofana à Bouba Diop? Déjà, paix à son âme, malheureusement. Et non, c'est différent. Je veux dire, c'est pas le même athlète et plus technique. Bouba était vraiment costaud physiquement, box to box. Alors Fofana est box to box, mais il faut pas oublier parce que Rémi parlait de Klose, mais on en a déjà parlé. Klose vient d'un parcours complètement différent. Fofana, il était à Udinese. C'est sa deuxième saison, vraiment très très bonne saison. Donc là, c'est plus qu'une confirmation par rapport à d'autres joueurs. Et regarde, pour clôturer le sujet, Fofana, Bendar qui fait, quand tu vois Botman de Lille, c'est 37 millions. Fofana, c'est 50 millions minimum. On verra, affaire à suivre bien évidemment, en espérant que de comparer, si parce que les âges aussi. Pas, moi j'ai envie qu'il reste et donc on verra bien. Malheureusement, je crains le pire. Il y en a un autre qui a été excellent et c'est notre ami Jean-Louis Leka, magnifique dans le but, avec des parades. Il nous a sauvé le match. Il a été plébiscité par les supporters. Regardez, il y a Nalik qui fait Leka. Il nous a fait fermer nos bouches après son match. Plus que moyen face à Brest et Clermont. Il nous sort 3-4 parades incroyables qui permet de ramener donc un bon point face au PSG. 3 grosses parades. Icardi 45e, Di Maria, si je dis pas de bêtises, 46e ou 47e. Et puis on a Mbappé 91e. Et puis le poteau de Messi là, à la 18e. Johan, c'est vrai que ça fait taire tous ces détracteurs là. Jean-Louis, il a remis, comme on dit, l'église au milieu du village. Ouais, c'est ce qu'on disait. Voilà, il a été un peu chahuté après Clermont et Brest, mais c'était 2 matchs un peu moyens du Racing Club de Lens dans l'ensemble. Donc voilà, il était à l'image de l'équipe, j'ai envie de dire. Et là, voilà, il a fait le match qu'il fallait pour garder Lens en vie, parce qu'effectivement, moi, je me souviens de cet arrêt face à Di Maria qui est plutôt exceptionnel parce que Di Maria, il doit être à 1 mètre du but. Voilà. Mais Jean-Louis, il a toujours été là quand il fallait répondre présent. Il a toujours été là dans les gros matchs. À chaque fois qu'il a été chahuté, souvent les matchs d'après, il a été très bon. Et c'est preuve d'un caractère, en tout cas, assez fort. Et ça, c'est bien. Maintenant, voilà, on aimerait l'avoir à ce niveau-là à chaque match. Mais effectivement, c'est pas toujours facile non plus d'être aussi concentré et aussi bon. Voilà, à chaque rencontre, il y a toujours des matchs un peu plus difficiles. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il a fallu répondre présent et suite souvent à des matchs moyens, il a été là. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour nous. Jean-Guy, est-ce que la défense t'a rassuré ou pas? Avec notamment Medina, notre cher Medina qui nous fait trembler chaque week-end. Medina, là, lui aussi, il a fait taire quelques bouches parce qu'il a fait une belle presta. Oui, et puis il s'est souvent occupé de son ami Messi. J'avais l'impression qu'il était presque de temps en temps individuel dessus, mais non, c'était mieux. Alors la déception, c'est sur la fin de match. On en parlera certainement, le fait d'avoir reculé, mais on l'a tous vécu. Nous, en tant que défenseurs, on a cette envie de protéger son but et souvent inconsciemment on recule. Et on parlait d'Mbappé. Moi, où je suis déçu, c'est qu'Mbappé, c'est sur la profondeur qui va nous faire mal ou avec sa qualité de vitesse. Et là, c'est sur une passe décisive parce qu'il n'est pas cadré, il la met un petit peu où il veut. Et la seule déception, c'est ça, ce qu'on avait dit précédemment, c'est que les 3 derrière, de temps en temps, reculent un peu trop et ne sortent pas de cadrer le porteur et limiter un petit peu cette distance de passe parce que contre Angers, c'est arrivé, à Brest, c'est arrivé. Et voilà, s'il y a ce petit bémol, il est là parce que sinon, ils ont fait un très bon match. Ouais, j'aime bien le message, là, regardez, de Tordi qui fait Medina a prouvé qu'il était le meilleur Argentin sur le terrain. C'est vrai qu'il les a calmés, ses compatriotes. Ouais, pour le coup, c'était pas dur. Ouais. Non, mais c'est vrai, on en revient à Messi, mais quelle arnaque sur ce match. Sans déconner, ça fait quelques jours qu'il reçoit le Ballon d'Or et quand tu vois ce qu'il fait, mais tu te dis, c'est pas possible, c'est un scandale. Rémi, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du jeune Pereira d'Acosta? Alors, je ferai une petite parenthèse de 10 secondes sur Medina.
Parce qu'il y avait quand même beaucoup de commentaires justement qui le critiquaient, comme quoi, sur l'instant, il a eu des matchs compliqués. Je pense qu'il a mis tout le monde d'accord parce que le meilleur des Argentins sur le terrain, c'était lui. Je pense que voilà, il a face à Di Maria, face à Messi, il a été vraiment excellent. Et puis face à Da Costa, tu as un sentiment qui est très particulier parce que, par exemple, sur ses dernières entrées en jeu, c'était un peu compliqué quand il est remplaçant sur certains matchs. Je ne vais pas dire un peu quelconque, mais en tant que remplaçant, il n'a pas forcément apporté ce qu'on attendait de lui. Mais par contre, tu as 2 matchs que tu retiens de lui, et c'est ça qui est quand même assez impressionnant, c'est au Vélodrome et contre Paris. Donc c'est 2 grosses affiches où il est titulaire, où il a une pression forte, parce que tu es dans un stade plein avec une très belle affiche, il nous a régalé. C'est-à-dire que il est très bon, il est très bien adapté au jeu lensois. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, par rapport à Kakuta, il était largement au-dessus. Gaël Kakuta, il n'était pas en réussite, c'était un peu compliqué, je trouve, de son côté. Et Pereira da Costa, il était dans le move, il a fluidifié le jeu offensivement. Et non, très belle débauche d'énergie. Et moi, j'ai envie de voir comment il va réussir à exploser. Pour moi, c'est encore un peu une énigme parce que tu le vois pas pendant 2-3 mois. Et puis sur un match, il est titulaire, il éclate tout. Donc, s'il était comme ça tout le temps, il passe devant Kakuta sans difficulté. Sur il va peut-être avoir un peu plus de temps de jeu parce que Gaël, il a quoi? Il est blessé. Il a quoi? Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas. Gaël Kakuta. Je dis Gaël a quoi? Parce que je dis Pereira, il va avoir un peu plus de temps de jeu certainement si Gaël est blessé. J'ai pas eu des news, tiens, sur. Parce que l'inquiétude, elle est là, c'est sur la blessure de Kakuta. Dites-nous si vous avez des news, tiens, sur l'éventuelle blessure de Gaël Kakuta en commentaire. Regardez, Foozmaster qui fait clairement envie de donner mon café crème à Da Costa. Il mérite tellement pour son très jeune âge, d'une manière générale. Tous les autres ont également brillé, bien sûr, pour ce match face à Paris. On se moque de la série. Petite question, on se moque de la série après une prestation comme Paris de 4 matchs sans succès. Je rappelle, Brest 4-0, Angers 2-2, Clermont 2-2, Paris 1-1. Et on termine cette année 2021 avec 2 matchs qui vont être très importants. On en parlait tout à l'heure en off avec Jean-Guy. On va à Nantes et on va à Nice. Ça va être costaud, ça va être très costaud. Surtout que là, il faut qu'on revienne avec des points, Johan. Ouais, c'est clair que c'est un bon match contre Paris. On est tous d'accord là-dessus. Maintenant, c'est simplement 1 point. Et ça fait quelque temps qu'on n'a pas engrangé. Je sais plus. Il y a quelqu'un qui m'a dit sur les 5 derniers matchs, le nombre de points, il n'est pas forcément top. Donc oui, il faut aller chercher des points, remettre la machine à gagner en marche. Ça va pas être facile. À Nantes, c'est jamais facile d'aller là-bas, surtout qu'ils alternent les bons matchs et les matchs un peu moyens. Donc, va falloir voir un peu le Nantes qu'on va avoir la semaine prochaine. Et ensuite, Nice, qui sont aussi moins bien. Mais bon, je pense que Galtier va certainement faire ce qu'il faut pour qu'ils finissent bien la saison, enfin la première partie de saison. Donc, 2 matchs difficiles, mais contre 2 équipes qui sont aussi en difficulté de temps en temps. Donc ça va voir un peu comment ils vont rebondir par rapport à ça. Et en tout cas, on a une carte à jouer. Tiens, alors l'info, Jean-Guy, tu nous demandais sur Kakuta. Alors apparemment, il aurait une lésion musculaire au mollet. C'est ce qu'a indiqué Francaise à l'issue de la rencontre. Il n'a pas encore passé d'examen. C'est jamais top le mollet parce que tu le sollicites constamment, contrairement aux ischios ou bien au quadri un peu plus haut. Et le mollet, c'est toujours chiant parce que c'est une blessure compliquée à soigner. Tiens, tu vois, il y a Sébastien Digne-Lançois qui fait toucher au mollet fin pour année 2021. On le reverra qu'en début d'année prochaine, ça voudrait dire donc effectivement que pour les 2 prochains déplacements à Nantes et à Nice, Rémi, peut-être que le jeune Da Costa va avoir la chance de prouver un petit peu et de montrer encore une fois de plus son niveau, quoi. Évidemment, il va avoir l'opportunité de pouvoir se montrer. Après, il faudra aussi voir le retour de Wesley Saïd, qui peut aussi être une opportunité parce qu'on avait vu à un moment donné que tu pouvais même avoir Saïd ou Sotoka qui jouent dans un rôle de 9, 10 ou derrière les attaquants. Donc, tu as pas mal de solutions, mais c'est vrai que par rapport à son match contre Paris, ça paraît assez logique et vu l'absence probable de Gaël Kakuta, qu'il soit récompensé et ce serait un juste retour des choses. Et là, ce sera à lui de confirmer parce que vraiment, on voit que le talent, il est là. C'est-à-dire qu'on peut pas dire, on ne sait pas s'il est bon ou pas au niveau. Il est bon au niveau. Mais maintenant, c'est à lui de trouver cette constance, cette régularité, même dans des matchs peut-être un peu moins prestigieux et qu'il arrive peut-être à s'installer progressivement dans le 11. En tout cas, aujourd'hui,
il a une opportunité de le faire qu'il n'avait pas l'année dernière parce qu'il avait Tony Mauricio qui était un peu la doublure de Kakuta. Bah, cette année, il a quand même beaucoup plus la place pour le faire. Quand tu sais aussi que Kakuta est globalement un petit peu moins bon que la saison dernière, même statistiquement. Donc il y a une carte à jouer. Et tu disais, Cyril, prendre des points sur les 2 prochains matchs. De toute façon, on joue toujours pour ça. Mais ça va être important, je pense, parce qu'au-delà de la série, c'est que la trêve va arriver. Tu as la Coupe d'Afrique qui va arriver derrière. Alors, même si il y a des garçons qui ont dit qu'ils n'iraient pas en sélection, cuite quand même. Calcutta qui se blesse. Donc, attention quand même, quoi. Donc, voilà, aujourd'hui, je ne dis pas qu'il fallait perdre contre Paris, mais il aurait peut-être mieux fallu gagner des points contre Angers, Brest et puis perdre contre Paris, même si tout le monde est hyper content du contenu. Mais c'est vrai que derrière, ça revient vite. Nantes n'est pas si loin que ça, donc ça va être un match important pour eux parce qu'ils vont peut-être vouloir recoller à Lens. Nice, ils viennent de prendre une fessée chez eux, même si Johan a dit ils sont moins bien depuis un moment, mais finir à domicile le dernier match juste avant la trêve, je pense qu'ils vont essayer de bien le négocier. Donc, et puis c'est 2 déplacements, donc c'est jamais toujours simple. voilà. Jamais simple, surtout que regarde Tudo qui fait Klaus Doucouré Kakuta indisponible pour le déplacement à Nantes. Yo, tu le sens comment toi ces 2 déplacements avant la trêve, avant les fêtes de fin d'année? Tu crois que si je devais te demander un pronostic, on revient avec combien de points sur ces 2 déplacements? 4, ce serait bien. Gagner à Nantes, ce serait bien. Et nul à Nice, ce serait vraiment parfait. Je pense que si tu prends 4 points sur ces 2 matchs-là, tu peux être content, quoi. Ouais. Jean-Guy? Moi, 2 déjà. tu les laisses, enfin, pas Nice, mais Nice, ils sont juste devant, c'est ça? Je veux dire, tu es avec Nice et tu laisses Nantes derrière, donc c'est bien. Ouais, Nice, 27 points, juste au-dessus de nous avec le goal average plus 10 et nous, on a plus 7. Rémi, combien de points tu as sur ces 2 déplacements? T'as Dodi qui nous dit allez Rémi, dis-nous 6 points. Je rêverais de pouvoir dire ça, mais si t'en prends 4, c'est déjà super. Un nul à Nantes et gagner à Nice. C'est vrai que Nice est plutôt bon à l'extérieur parce que c'est ça qui est assez particulier avec Nice, c'est que ils sont pas forcément totalement dans une mauvaise passe parce que tu vois par exemple à Paris, sur la pelouse du Parc des Princes, ils méritaient largement de gagner et c'est pas simplement parce que Paris était pas top, c'est aussi parce que Nice a sorti une très belle prestation. Donc c'est une très belle équipe qui est certes jeune, Galtier est en train de mettre sa patte dessus, mais d'aller gagner à Nice, pourquoi pas? Ce serait vraiment la cerise sur le gâteau parce que là c'est vrai que par exemple on est content de prendre un point contre Paris, mais on est dans une période sur le plan comptable qui a été un peu compliquée, où tu as pris du coup 3 points sur 12 possibles. C'est vrai que c'est bien en dessous de ce que tu pouvais espérer par rapport aux adversaires. Donc il faut essayer de finir bien la saison pour récupérer des points. C'est pas récupérer des points perdus, parce que ce qui est perdu, mais de récupérer des points qui peuvent te permettre de passer la trêve, peut-être dans les 5 premiers. Et ce serait beau. Allez, on termine cette émission, les amis, avec la petite polémique du week-end qui a pas mal enflé concernant, je ne sais pas si vous êtes au courant, Jean-Guy, Yo, Rémi, je sais que tu l'es, concernant le maillot collector que le club a sorti magnifique. On en a parlé vendredi dernier. Pour la Sainte-Barbe, maillot noir, magnifique, était donc en vente, je crois, si je dis pas donc samedi matin à 10h, logiquement il était en vente à 10h, d'accord? À 10h. Donc même moi, je te jure, je mets mon réveil, à 9h30, je vais sur Internet, je vais sur la boutique, je dis allez, je vais me choper mon petit maillot collector, et j'ai attendu jusqu'à 11h10. 11h10, j'arrive enfin sur le site Internet, sans déconner, impossible de naviguer, que des erreurs, rien du tout, j'ai rien pu mettre dans mon caddie, calamité, de 9h30 jusqu'à 11h30, 2 heures pour rien du tout. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous comprenez la stratégie du club d'en faire si peu? Il y a pas beaucoup, ils n'ont pas fait beaucoup de maillots, alors que beaucoup de gens disent, attends, tu fais 10, 20 ou 30 000 maillots, ça part, il est magnifique. Il y a une ferveur autour de ça, on le sait. Donc pourquoi en faire si peu, Rémi? En plus, après, t'as le marché noir, hein, parce que tu allais sur le Bon Coin, tu avais des maillots à 150 €. Sur Vinted aussi. Tu peux toujours en faire plus. Là où je pense qu'il y a une erreur, c'est de laisser des gens en prendre 5 ou 6. Parce que ce n'est pas une consommation habituelle. Il n'y a personne qui va dans une boutique acheter 5 ou 6 maillots. On a vu des témoignages de personnes, et on a vu même une vidéo qui est restée brièvement sur les réseaux sociaux du club, où on voit des gens qui prennent 5 ou 6 maillots. Donc, sur la production des maillots... Il y a des gens qui vont te dire, c'est les cadeaux de Noël, quoi. Ouais, je veux bien, mais à un moment donné... Bah oui, le 25 va arriver. Donc, si c'était au mois de février, bon, bref,
Mais là, ils peuvent se dire, on en prend pour la famille, quoi. Mais de rationner, ça me paraît quand même pas mal. Tu vois, faut quand même, voilà, c'est une édition limitée, de laisser 1 ou 2 par famille, ça me paraissait quand même plus cohérent. Voilà, parce que le maillot, il est magnifique. C'est vrai que c'est un maillot de lance que tu peux mettre vraiment partout, en civil, etc. C'est plutôt, il est bien, il a un caractère historique aussi. Et je pense que le plus dur, en fait, pour les supporters, au-delà de la rupture, c'est de voir des gens qui abusent de la fidélité des gens. Et moi j'en profite peut-être, c'est même un peu un coup de gueule quelque part, c'est que tu vois sur des matchs contre Paris, des gens qui revendent des places 4, 5, 6 fois le prix du billet, des gens qui revendent 5, 6 fois le prix du maillot. Et moi, ça m'écœure énormément parce que ce sont des gens qui jouent avec la passion des gens. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à Lens, ils se serrent la ceinture tous les mois pour payer leur abonnement, pour aller au stade parce que ça coûte cher. Et derrière, tu as des abrutis, et je prends un terme vraiment correct parce que j'en ai plein d'autres en tête, mais ça risquera d'être compliqué. Vas-y, qui jouent sur la passion. Tu peux y aller. Des connards, faut le dire, des connards qui en gros profitent de la passion des gens du club pour se faire de l'argent sur le dos des gens. Et quand tu revends des maillots qui sont vendus 80 €, enfin qui sont vendus 80 € en boutique et que tu les vends 200, 250 €, mais c'est honteux. Moi, par exemple, les places, il faudrait les désactiver. Un abonnement qui est mis en vente 3 fois le prix, s'il le vend à prix normal, et on peut ne pas venir au stade, et moi, ça m'est déjà arrivé quand j'avais un abonnement à Lens de dépanner quelqu'un, et puis tu te vends au prix que tu l'as acheté, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand tu te fais du fric sur la passion des gens, mais les abonnements, ils devraient être désactivés pour toute la saison. Et les maillots, mais il faut aller les chercher chez eux. Hein. Franchement, moi, ça me révolte parce que c'est vraiment jouer avec la passion des gens, et c'est surtout ce truc-là qui m'a énervé. Apparemment, le club a déjà, sur les places, je crois que c'est face au PSG, par rapport aux places qui ont été vendues au marché noir sur le Bon Coin et à des prix fous, les places ont été retirées. Ben, c'est bien, parfait. Et désactivons-les. Je crois qu'il y en a eu 4 ou 5, mais c'est voilà, le geste est là. Toi, le club se bouge pour ça, donc ça c'est bien. Et c'est eux qu'il faut interdire de stade. Hein. Et je pense qu'il faut amplifier. Les maillots, c'est le sponsor ou c'est le club qui les a fait. Enfin, c'est le sponsor forcément, mais qui les a commandés, enfin qui a dit le nombre exact. C'est le sponsor. Je sais pas. Parce que c'est important, parce que si c'est le club, c'est quelque part une erreur, parce que tu sais que tu vas avoir beaucoup plus de demandes, et Rémi parlait des abonnés. Je pense qu'il faut prévoir justement pour récompenser, même si Rémi a parlé des abonnés de temps en temps avec leur travers, mais les abonnés, il faut les récompenser parce que c'est eux qui font le premier effort et ils sont là présents. Donc il faut déjà faire des maillots presque pour, on va dire, presque les 3/4 ou la totalité des abonnés. Donc ça remonte à un nombre important déjà. Mais de toute manière, c'est normal. Hein. C'est normal qu'il n'y a pas assez de maillots. Johan, il en a commandé 25 000. Alors, je vais te dire... Il a pris un Smirmore, qu'il a commandé un Smirmore pour toute sa famille. Alors moi, je vais t'avouer que franchement, j'ai pas d'avis là-dessus parce qu'en fait, je pense que c'est hyper compliqué. Je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément en tête aussi en termes de commercial, en fait, ce qui a été dit avant, ce qui a été lié dans les contrats. Donc difficile d'avoir un avis, même si je partage ce que vient de dire Rémi. Hein, voilà, qu'il faudrait limiter et que tout le monde puisse être récompensé, mais force c'est certainement plus complexe que ça, et il faudrait avoir, en tout cas, ce serait bien d'avoir un commercial de Lens qui nous explique un peu comment ça se passe et comment ça se goupille sur des choix comme ça, quoi. Bah écoute, l'appel est lancé. C'est une très bonne idée, Johan. Johan, je sens qu'il va devenir rédacteur de cette émission, je vous le dis. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée, mon Yo. Mais c'est vrai, on lance l'appel. Tiens, s'il y a quelqu'un du merchandising du club qui veut venir parler un petit peu de cette mini polémique sur le maillot de la Sainte-Barbe, qu'ils viennent la semaine prochaine. On pourra consacrer 5-10 minutes. Tu nous en ramènes un aussi à l'occasion. Hein. on prend, il n'y a pas de souci. Moi, je vais te dire un truc. S'il ramène un maillot collector, on l'offrira à un supporter pour Noël. Mais bon, je pense que malheureusement, on n'aura personne. Je vous le dis tout de suite. C'est vrai que t'as le commentaire de Vince qui dit j'adore Lens, mais c'est vrai qu'en général, c'est pas des maillots qu'on peut porter dans la rue. Par contre, là, le maillot historique est vraiment magnifique. C'est vrai que c'est une réalité. Parce que c'est un maillot vraiment en civil, tu vois, dans la vie de tous les jours, tu le portes au bureau, ça passe vraiment crème, quoi. Et c'est vrai qu'il y a cette petite frustration parce que tu te dis que celui-là, voilà. T'aurais pu le porter face à Macron en interview, un maillot comme ça. Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou alors hier à Villepinte, pourquoi pas, au meeting, un petit maillot de Lens. Pour terminer, regarde, énorme coup de chapeau pour montrer encore une fois de plus la ferveur des supporters. Regarde, ça c'est un tweet qui a été posé, vous le voyez, à 8h, donc samedi à 8h du mat.
Devant la boutique, il fait limite encore nuit, il y a du brouillard, et regardez, il y a quoi? Il y a une centaine de supporters qui sont devant la boutique 2 heures avant l'ouverture de la boutique pour ce maillot collector, quoi. C'est extraordinaire. Et malheureusement, il y en a qui sont restés sans rien. Voilà. Comme dit Rémi, à cause de tous ces abrutis qui en prennent 25 pour les revendre sur le bon coin. Quoi. Et bon, on a dit pas de langue de bois, Cyril. On a dit que c'était des connards. Bon, merci les loulous, merci Johan, merci Rémi, merci mon Jean-Guy, passez une bonne soirée. Va te réchauffer Jean-Guy parce que je sais pas si tu vas commencer à grelotter là. Ouais. Merci, salut Cyril, salut tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée à vous tous. Et surtout, merci à vous tous d'avoir encore été une fois de plus très nombreux à vous connecter en live sur les différents comptes de Lance Foot. N'oubliez pas de vous abonner à YouTube, c'est important. Et puis, on se retrouve très bientôt avec la Dream Team des consultants sang et or. Prenez soin de vous. Et puis, on se revoit très bientôt. On débriefera bien évidemment de Nantes prochainement. Et il y aura un invité. J'ai mis dans le planning Stéphane Ziani, les gars. Il est sur place, tout va bien. Il sera là, bien évidemment. Allez, salut, passez une belle soirée. Prenez soin de vous. Ciao les copains. Bonne soirée, salut.